Chapitre 11. L'arrestation de Fantine. 8 ou 10 mois après ce qui a été raconté, vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un élégant se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée, avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers. La femme, triste spectre, parée, ne lui répondait pas, ne le regardait même pas. Ce peu d'effet piqua sans doute l'oisif qui, profitant d'un moment où elle se retournait, s'avança derrière elle à pas de loup et, en étouffant son rire, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux épaules nues. La fille poussa un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère et se rua sur l'homme, lui enfonçant ses ongles dans le visage avec d'effroyables paroles. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit, les officiers sortirent en foule du café, les passants s'amassèrent, et il se forma un grand cercle riant, huant et applaudissant, autour de ce tourbillon composé de deux êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme. L'homme se débattant, son chapeau à terre, la femme frappant des pieds et des poings. Tout à coup, un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin couvert de boue et lui dit « Suis-moi ». La femme leva la tête. Sa voix furieuse s'éteignit subitement. Ses yeux étaient vitreux. De livide, elle était devenue pâle, et elle tremblait comme d'un tremblement de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver. Javert écarta les assistants, rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police, qui est à l'extrémité de la place, traînant après lui la misérable. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse, chauffée par un poêle et gardée par un poste, avec une porte vitrée et grillée sur la rue, Javert ouvrit la porte, entra avec la Fantine, et referma la porte derrière lui, au grand désappointement des curieux. En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur une table. Javert s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant « Prenez 3 hommes et menez cette fille au bloc. » Puis, se tournant vers la Fantine, « Tu en as pour 6 mois. » Et Javert tourna le dos. Les soldats la saisirent par le bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse, qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit « Un instant, s'il vous plaît. » Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau et, saluant avec une sorte de gaucherie fâchée « Pardon, monsieur le maire !» Ce mot « monsieur le maire » fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, tout d'une pièce comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des 2 bras, marcha droit à M. Madeleine avant qu'on eût pu la retenir, et, le regardant fixement, l'air égaré, elle cria « Ah, c'est donc toi qui es monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuya le visage et dit « Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. » « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. »« Comment ?» dit monsieur le maire. « Cette malheureuse a insulté un bourgeois. »« Inspecteur Javert, » repartit M. Madeleine avec un accent conciliant le calme. « Écoutez, vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes. Je me suis informé, j'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, eût dû être arrêté. Mais, monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez, plus un mot. Sortez, dit monsieur Madeleine. Javert reçut le coup, debout, de face, et en pleine poitrine comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit. C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Ses jarrets plièrent, elle se mit à genoux devant M. Madeleine, et avant qu'il eût pu l'en empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient. Puis elle s'évanouit.
Monsieur Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut. Cependant, elle finit par s'endormir. Le lendemain, vers midi, Fantine se réveilla. Elle entendit une respiration tout près de son lit. Elle écarta son rideau et vit monsieur Madeleine, debout, qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête. Ce regard était plein de pitié et d'angoisse et suppliait. Elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur. Enfin, elle lui dit timidement « Que faites-vous donc là ?» Monsieur Madeleine était à cette place depuis 1 heure. Il attendait que Fantine se réveillât. Il lui prit la main, lui tâta le pouls et répondit « Comment êtes-vous » ? « Bien, j'ai dormi, dit-elle. Je crois que je vais mieux. Ce ne sera rien. » Monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Il savait tout maintenant. Il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine. Monsieur Madeleine se hâta d'écrire aux Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs, en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade la réclamait. Ceci éblouit le Thénardier. « Diable !» dit-il à sa femme, « ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quelle joquerie ce sera amouraché de la mère !» Il riposta par un mémoire de 500 et quelques francs fort bien fait. Monsieur Madeleine envoya tout de suite 300 autres francs et écrivit « Dépêchez-vous d'amener Cosette. » « Cristi !» dit le Thénardier, « ne lâchons pas l'enfant. » Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. Les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance. Mais en peu de jours, Fantine les avait désarmées. Elle avait toutes sortes de paroles humbles et douces, et la mère qui était en elle attendrissait. Monsieur Madeleine l'allait voir 2 fois par jour, et chaque fois elle lui demandait « Verrai-je bientôt ma Cosette ?» Il lui répondait « Peut-être demain matin, d'un moment à l'autre, elle arrivera, je l'attends. » Et le visage pâle de la mère rayonnait. L'état de Fantine semblait s'aggraver de semaine en semaine. Cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les 2 omoplates avait déterminé une suppression subite de transpiration, à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. Le médecin ausculta la Fantine et hocha la tête. Monsieur Madeleine dit au médecin « Eh bien ?» « N'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?» dit le médecin. « Oui. » « Eh bien, hâtez-vous de le faire venir. » Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda « Qu'a dit le médecin ?»« Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. »« Oh !» reprit-elle, « il a raison, mais qu'est-ce qu'ils ont donc ces Thénardier à me garder ma Cosette ?» Le Thénardier cependant ne lâchait pas l'enfant et donnait sans mauvaise raison. Cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver, et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays dont il rassemblait les factures, etc. « J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, » dit le père Madeleine. « S'il le faut, j'irai moi-même. » Il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération, Fantine. » Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Chapitre 12. Tempête sous un crâne. Un matin, M. Madeleine était dans son cabinet, occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie, lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police Javert demandait à lui parler. En entendant prononcer ce nom, M. Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable. « Faites entrer, » dit-il. Javert entra. M. Madeleine était resté assis près de la cheminée, une plume à la main, l'œil sur un dossier qu'il feuilletait et qu'il annotait. Javert salua respectueusement M. le maire, qui lui tournait le dos, fit 2 ou 3 pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence. Enfin, M. le maire posa sa plume et se tourna à demi. « Eh bien, qui est-ce ? Qu'y a-t-il, Javert ?»« Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. »« Quel acte ? » Un agent inférieur de l'autorité
à manquer de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. »« Quel est cet agent » demanda M. Madeleine. « Moi, » dit Javert. « Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent ? Vous, monsieur le maire. » M. Madeleine se dressa sur son fauteuil. « Ah, ça ? Pourquoi ?» s'écria-t-il. « Quel est ce galimatia ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Où y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous ? Monsieur le maire, il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux, je vous ai dénoncé à la préfecture de police de Paris. » Monsieur Madeleine, qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Javert, se mit à rire. « Comme maire ayant empiété sur la police ?» Comme ancien forçat. Le maire devint livide. Javert, qui n'avait pas levé les yeux, continua. « Je le croyais. Depuis longtemps, j'avais des idées. Une ressemblance, votre force d'airain, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir. Est-ce que je sais, moi ? Des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. »« Un nommé ? Comment dites-vous ce nom-là ? » ?»« Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a 20 ans quand j'étais adjudant garde-chiourme à Toulon. En sortant du bagne, ce Jean Valjean avait, à ce qu'il paraît, volé chez un évêque. Depuis 8 ans, il s'était dérobé, on ne sait comment, et on le cherchait. Moi, je m'étais figuré, enfin, j'ai fait cette chose. La colère m'a décidé, je vous ai dénoncé à la préfecture. » Monsieur Madeleine, qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants, reprit avec un accent de parfaite indifférence. « Et que vous a-t-on répondu ? » ?»« Que j'étais fou. »« Eh bien, on avait raison. » »« C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. » La feuille que tenait M. Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable. « Ah !» Javert poursuivit. « Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays, à côté d'Ailly le Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre. Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle. Mais la geôle étant en mauvais état, monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet, qui est détenu pour je ne sais quoi et qu'on a fait guichetier de Chambray parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu n'est pas plus tôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie « Eh mais je connais cet homme-là, c'est un fagot, vous êtes Jean Valjean !» Le Champmathieu nie. « Parbleu, vous comprenez, on approfondit, on me fouille cette aventure-là, on s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que 2 forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du bagne et on les fait venir. On les confronte au prétendu Champmathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux, comme pour Brevet, c'est Jean Valjean. C'est en ce moment-là que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris. On me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras, au pouvoir de la justice. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction, il me fait venir, on m'amène le Champmathieu. « Eh bien ?» interrompit monsieur Madeleine. Javert répondit avec son visage incorruptible et triste. « Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché, mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi je l'ai reconnu. » Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. « Vous êtes sûr ?» Javert se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde. « Oh, sûr ! Et même, maintenant que je vois le vrai Jean Valjean, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire. » En adressant cette parole suppliante et grave, cet homme hautain était à son insu plein de simplicité et de dignité. Monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque. « Et que dit cet homme ?» Lui, il n'a pas l'air de comprendre, il dit « Je suis Champmathieu, je ne sors pas de là. » Ah, le drôle est habile. Mais c'est égal, les preuves sont là. Il est reconnu par 4 personnes. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras. Je vais y aller pour témoigner, je suis cité. Monsieur Madeleine s'était mis à son bureau, avait ressaisi son dossier. Il se tourna vers Javert. « Assez, Javert.
Au fait, tous ces détails m'intéressent fort peu, nous perdons notre temps. N'allez-vous pas être absent? Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à Arras dans 8 ou 10 jours? Mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugeait demain, et que je partais par la diligence cette nuit. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt, qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon, dit M. Madeleine, et il lui tendit la main. Javert recula et dit d'un ton farouche. Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Du moment où j'ai m'excusé de la police, je ne suis plus qu'un mouchard. Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Là il se retourna et ses yeux toujours baissés. Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Et il sortit. Dans l'après-midi qui suivit la visite de Javert, M. Madeleine alla voir la Fantine, comme d'habitude. Celle-ci l'attendait comme un rayon de soleil. Avant de pénétrer près de Fantine, il fit demander la sœur Simplice. Les deux religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie s'appelaient sœur Perpétue et sœur Simplice. La pieuse fille avait pris en affection Fantine, y sentant probablement de la vertu latente, et s'était dévouée à la soigner presque exclusivement. M. Madeleine emmena à part la sœur Simplice et lui recommanda Fantine avec un accent singulier dont la sœur se souvint plus tard. En quittant la sœur, il s'approcha de Fantine. Elle avait ce jour-là beaucoup de fièvre. Dès qu'elle vit M. Madeleine, elle lui demanda « Et Cosette ?» Il répondit en souriant « Bientôt. » M. Madeleine fut avec Fantine comme à l'ordinaire. Seulement il resta 1 heure au lieu d'une demi-heure, au grand contentement de Fantine. On remarqua qu'il y eut un moment où son visage devint très sombre, mais cela s'expliqua quand on sut que le médecin s'était penché à son oreille et lui avait dit « Elle baisse beaucoup. » Puis il entra à la mairie, et le garçon de bureau le vit examiner avec attention une carte routière de France qui était suspendue dans son cabinet. Il sentit vaguement qu'il faudrait peut-être aller à Arras, et sans être le moins du monde décidé à ce voyage, il se dit qu'à l'abri de tout soupçon comme il était, il n'y avait point d'inconvénient à être témoin de ce qui se passerait, et il retint un tilbury à Scaufflaire, loueur de chevaux et de cabriolets, afin d'être préparé à tout événement. Il dîna avec assez d'appétit. Rentré dans sa chambre, il se recueillit. Un moment après, il souffla la lumière. Elle le gênait. Alors, il posa ses coudes sur la table, appuya la tête sur sa main et se mit à songer dans les ténèbres. Sa tête était brûlante. Il alla à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Il n'y avait pas d'étoiles au ciel. Il revint s'asseoir près de la table. La première heure s'écoula ainsi. Peu à peu, cependant, des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation. Il prit ses livres, les vérifia et les mit en ordre. Il écrivit une lettre qu'il cacheta, et sur l'enveloppe de laquelle on aurait pu lire « À Monsieur Laffitte, banquier, rue d'Artois à Paris ». La lettre à Monsieur Laffitte terminée, il la mit dans sa poche. Il se leva, il se remit à marcher. Quoi qu'il fît, il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie. Faut-il se dénoncer? Faut-il se taire? Il ne réussissait à rien voir de distinct. 3 heures du matin venaient de sonner, et il y avait 5 heures qu'il marchait ainsi, presque sans interruption, lorsqu'il se laissa tomber sur sa chaise et s'y endormit.